Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Est-ce que vous avez remarqué dans les débats qui se déroulent dans la politique américaine actuelle que les acteurs politiques font souvent référence aux pères fondateurs, aux textes de fondation du pays et que le débat actuel est teinté de références au passé? Nous allons discuter de ce trait caractéristique de la politique américaine avec deux historiens, un de l'UQAM, un de l'Université de Montréal, dans un instant. Ensuite, nous allons parler pas du passé, mais de l'avenir de la Belgique. Est-ce que la Belgique va réussir à survivre au temps? Selon notre invité Jean Quatremer, le correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, la Belgique est déjà divisée dans les faits et cette division finira par s'établir dans les institutions. Vous allez voir, son récit est fascinant. Mais tout de suite, l'histoire américaine qui dit présent dans l'actualité politique d'aujourd'hui. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée. Si vous avez suivi un peu la politique américaine, vous savez peut-être qu'au début de la session du Congrès de cette année 2011, avec cette nouvelle majorité républicaine, la première chose que les nouveaux membres du Congrès ont fait a été de lire la Constitution américaine. Alors, chacun avait son petit article ou son alinéa à lire, mais ils ont fait en sorte que chacun allait lire la Constitution. Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que maintenant, on doit lire la Constitution américaine avant de se mettre à délibérer, un peu comme on le faisait ou on le fait encore dans certaines réunions de conseils municipaux, d'avoir une petite prière? C'est un peu un des éléments symptomatiques de la présence de l'histoire américaine dans l'actualité politique américaine, dont on va discuter avec nos deux invités. D'abord, Greg Robinson, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors, Greg, vous êtes historien, vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal et vous avez écrit un livre, Tragedy of Democracy, sur l'internement des Japonais aux États-Unis. Oui, en toute l'Amérique du Nord, en effet. C'est une première histoire transnationale. Très bien, qui sera bientôt disponible en français aux presses de l'Université de Montréal, une tragédie de la démocratie. Et notre collègue historien François Furstenberg, merci d'être là, François. Bonjour. Alors, François, vous êtes aussi historien ici à l'Université de Montréal et vous avez écrit, entre autres choses, In the Name of the Father, qui est comment la figure historique de Washington a été utilisée dans les premières étapes de la fondation de la mythologie américaine. Et vous avez donné tous les deux une conférence pendant l'école d'été sur les États-Unis au Cerium sur la présence de l'histoire américaine, surtout de son histoire première, des premières années de la fondation américaine, dans le discours politique américain contemporain. Et vous l'avez fait à une époque où, justement, dans les primaires républicaines qui sont en cours pour la désignation d'un candidat, des questions relatives aux premières années de la République américaine reviennent constamment. D'abord, François, pourquoi cette si forte présence de l'histoire dans un débat contemporain? Je crois que c'est un puzzle de la politique américaine aujourd'hui. Cette référence constante à l'histoire américaine, et pas juste l'histoire, mais surtout à la période du fondement des États-Unis, la Révolution, notamment des références à la Déclaration d'indépendance, mais aussi à des batailles de la Révolution, des événements révolutionnaires, et surtout à la Constitution américaine. Et je pense que ça fait partie de la critique de la droite américaine aujourd'hui, du Parti républicain aujourd'hui, qui voit dans Obama une sorte de déviation de la tradition américaine. Il a oublié les vertus des pères, il a oublié les valeurs des pères fondateurs et les valeurs notamment inscrites dans la Constitution américaine. C'est l'accusation qui est portée contre lui. C'est ça. C'est l'accusation qu'on peut voir à presque n'importe quelle manifestation du Tea Party et même dans la chambre du Congrès, même dans des procès maintenant qui vont mener éventuellement jusqu'à la Cour suprême, presque certainement d'ailleurs jusqu'à la Cour suprême, contre la loi pour la santé médicale. En déclarant qu'elle est anticonstitutionnelle. C'est ça. Greg Robinson, votre avis? Je pense que c'est une référence constante pour les gens qui ont un peu plus perdu et ils cherchent un retour à une supposée vertueux début, à un fondement qui était pur et sincère et authentique et qu'on croit dans la boue et on croit avoir perdu cette vertu initiale. Mais c'est pour ça que François a raison. Il y a toutes sortes de contenus qui disent « Obama read the Constitution », comme il ne fallait que lire la Constitution pour se constater qu'on avait tort.
Alors, et d'ailleurs, cette frange du Parti républicain qui s'appelle le Tea Party, qui existe maintenant depuis 2 ans et demi, en fait, dans sa constitution même, dans son nom même, fait référence à un événement historique. François, vous nous le rappelez rapidement, et quel est le lien entre le Tea Party d'aujourd'hui et l'événement historique? Oui, d'ailleurs, j'ignore comment ils ont choisi ce nom, mais la référence est très claire, c'est le Boston Tea Party qui a eu lieu avant la Révolution américaine. Ça faisait partie des protestations contre les nouvelles taxes et le nouveau règlement de l'Empire britannique. Et il y avait une taxe qui avait été imposée sur le thé, sur l'importation du thé dans les colonies américaines, thé qui était le breuvage par excellence très populaire à travers les colonies. Et pour montrer leur mécontentement par rapport à cette nouvelle taxe, les colons de Boston, les résidents de Boston sont allés une nuit lorsqu'il y avait 3 navires qui étaient prêts à décharger leur cargaison de thé, et ils les ont jetés dans le port de Boston. Ils ont jeté le thé. Le thé. Et alors, il y avait beaucoup de blagues comme quoi tout le port était devenu une tasse à thé, une théière. Et par la suite, en fait, c'était dans la commémoration, finalement, que les gens, beaucoup plus tard, presque 2 générations plus tard, ont commencé à appeler ça le Tea Party, qui faisait partie donc intégrante de la résistance pré-révolutionnaire, notamment la résistance contre les taxes. C'est pas une coïncidence qu'on fait référence à ça. Aujourd'hui, le Parti républicain est profondément anti-taxe. Et puis, mais avant qu'on l'appelle officiellement le Tea Party, donc 2 générations après les faits, comment est-ce qu'on l'appelait entre-temps? On disait l'événement avec le thé. L'événement avec le thé. Alors, il n'y avait pas eu de... C'est important dans l'histoire américaine parce que c'est aussi avec ça que les Américains se sont tournés vers le café. Ah oui, c'est vrai? Oui, ils ont abandonné un peu plus le thé. Oui, c'est le début du café comme populaire. Et d'ailleurs, quand on a vu donc la constitution de ce Tea Party moderne, les gens dans les manifestations, du moins dans les premières, s'habillaient comme des patriotes de l'époque. Oui. Donc, il y avait même une filiation. Ils voulaient très bien, c'est pas une erreur, ils voulaient très bien marquer la filiation. Oui, ça provient aussi du fait que les milices en Arizona, dans le sud-ouest, pour se protéger, entre guillemets, de l'immigration et l'arrivée illicite des étrangers du Mexique, se sont appelés les Minutemen, c'est-à-dire les milices de la Révolution américaine. Ils ont emprunté ce nom qui avait été utilisé par les milices du nord-est américain. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, alors évidemment... C'est curieux quand même, en effet, cette idée de s'habiller dans une manifestation comme ça. C'est quelque chose qui faisait partie de reenactments, l'idée de recréer une bataille révolutionnaire. Mais c'était aussi avec ironie ce que les militants des années 60 avaient fait lorsqu'on a appelé Jerry Rubin devant la House Un-American Activities Committee. Il s'est vesti en soldat révolutionnaire. C'est vrai. Alors, Jerry Rubin, qui était un des fondateurs du mouvement hippie, qui avait été traîné devant le comité du Congrès. Donc, vous dites que ses camarades, pour le soutenir, s'étaient habillés en patriotes d'origine pour montrer qu'il y avait la liberté d'expression qui était dans la Constitution. Oui, et là, on a porté atteinte par la House Un-American Activities, les comités des activités anti-américaines portaient atteinte à celle. Mais c'est aussi une question théâtrale. Oui, attirer l'attention, c'est très médiatique. Bon, tout le monde joue là-dedans. Mais donc, il est vrai, on va revenir à l'utilisation que fait la droite de sa lecture de la Constitution et de comment ça lui permet, il l'utilise comme un levier contre Obama, mais le fait est que vous êtes tous les 2 historiens, et est-ce que je me trompe, vous êtes tous les 2 d'origine américaine, non? Oui. Greg, de quelle région? De la ville de New York. De New York, et François? J'ai grandi à Boston, principalement. À Boston. Bon, alors vous êtes vraiment dans les lieux du début de la République. Mais donc, cette idée que la Constitution est importante, que la Déclaration d'indépendance, que les pères fondateurs sont importants, c'est pas nouveau. Ça fait depuis le début de l'existence de la République que constamment, à toutes les époques, on se repose sur ces événements et ces textes fondateurs. C'est vrai qu'on fait appel aux fondateurs, même si le mot père fondateur date uniquement des années 1920, mais on a fait une distinction auparavant entre la Constitution et la Déclaration d'indépendance. La Déclaration d'indépendance, beaucoup plus, représente la liberté et la rébellion. Par exemple, les abolitionnistes sont rejoints au principe de la Déclaration d'indépendance, tandis que la Constitution, c'est l'ordre, c'est la force du gouvernement. Et c'est le Tea Party qui est un peu brisé cette tradition, moins par politique, je pense, que par une méconnaissance de l'histoire. En fusionnant les deux. Oui. François? Oui, le concept de père fondateur est vraiment important dans l'histoire américaine. Presque quel que soit le débat politique
on le fait en mobilisant un appel envers les fondateurs du pays, nos pères, etc. Et c'est vrai pour des choses qui s'opposent totalement. Greg faisait référence aux abolitionnistes. Les abolitionnistes lançaient des appels à l'abolition de l'esclavage au nom des pères, les pères qui étaient contre l'esclavage. Or, ceux qui défendaient l'esclavage disaient non, nous on défend l'esclavage au nom des pères. Les pères, Washington et autres, étaient qui avaient des esclaves. Donc on pouvait, et les gens rentraient en champ de bataille pour se tuer tous les deux au nom des mêmes pères. C'est ça, vous avez montré à la conférence que l'image de Washington était utilisée à la fois sur l'argent de l'État du Nord et sur l'argent de l'État du Sud. Bon, mais alors posons cette question parce qu'elle a été posée parce que Michelle Bachmann, qui est la candidate du Tea Party pour l'investiture républicaine, a dit les pères fondateurs dont les idéaux ont permis d'abolir l'esclavage et les pères fondateurs eux-mêmes qui n'ont cessé de travailler jusqu'à ce que l'esclavage soit aboli. Alors évidemment, c'est faux parce que la Constitution américaine écrite par les pères fondateurs protège l'esclavage et dit clairement qu'un noir vaut seulement 3/5 d'un blanc. Mais il est vrai aussi que George Washington, dans son testament, décide de libérer tous ses esclaves. Donc, est-ce qu'il y avait parmi les pères fondateurs des individus qui, à ce moment-là ou plus tard, se sont prononcés contre l'esclavage? Mais Benjamin Franklin avait aidé les sociétés abolitionnistes et il a dénoncé l'esclavage après un certain âge, après avoir eu d'esclaves lui-même au début de sa carrière. Mais il y a des pères fondateurs qui n'ont pas des maîtres d'esclaves, mais l'esclavage n'était pas leur cible principale, pour ainsi dire. Oui, il y en avait quelques-uns, ils étaient divisés. Enfin, il n'y a pas un concept des pères fondateurs ou une vision des pères fondateurs, malgré ce qu'on pourrait penser si on écoute les informations d'aujourd'hui. Il y en avait qui tenaient des centaines d'esclaves. Il y en avait, parmi les plus connus, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, ils étaient tous des grands planteurs. Il y a une certaine ambiguïté là-dedans, dans la mesure où Washington, dans la fin de sa vie, comme vous avez dit, dans son testament, a libéré les esclaves sous son contrôle. En même temps, il les a gardés toute sa vie. Oui, il les a gardés toute sa vie. On peut interpréter comme on veut. Il y en avait comme... Après moi, la liberté. C'est ça. C'est compliqué, cette affaire. Mais Alexander Hamilton, il était anti-esclavagiste. Il était assez bon sur cette question. John Jay aussi, et Franklin, à la fin de sa vie, a prêté son nom au Pennsylvania Manumission Society. Donc c'est sûr qu'il y avait, une diversité d'opinions, il y en avait des bons, des mauvais, mais je pense que quand Bachmann fait référence, il y a certaines vérités, je pense. Enfin, Bachmann, je ne la connais pas, et puis je ne peux pas rentrer dans sa tête, heureusement d'ailleurs, mais je pense qu'il y a certaines vérités. Il y a la vérité que les pères fondateurs sont bons, l'esclavage est mauvais, or les pères fondateurs ont dû être contre l'esclavage. C'est un peu ça la logique, je crois. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Ouais. Après, on peut être questionné, et puis en effet, elle connaissait un peu là-dessus. Elle a parlé de John Quincy Adams, elle s'y référait. Oui, bon, il y a un conseiller qui lui a trouvé cet argument-là. Peut-être, je ne sais pas comment ça... Mais au-delà de ça, donc, en fait, on est en présence d'un groupe de pères fondateurs dont les contours sont imprécis, d'ailleurs, qui en est, qui n'en est pas. Donc, ceux que vous avez nommés, on est certains qui sont dans ce groupe, qui ont débattu ensemble de certain nombre de sujets, et que ce soit sur l'esclavage ou sur l'importance de l'État ou sur l'importance de l'Église, etc., il y a à boire et à manger. Il y a une vérité qui est très importante à reconnaître, que c'est la Constitution n'est pas un document divin, c'est un produit de compromis dont personne n'était satisfait vraiment à l'époque où on l'a rédigé. On l'a fait parce qu'on ne croyait pas faire rapidement un document meilleur. Mais c'était un document qui était un pis-aller, et donc n'avait rien de sacre à l'époque où c'était produit. Et donc, il y a cette sacralisation à travers les décennies qui suivent la production de ces textes. Et François Furstenberg, vous avez montré d'ailleurs des images où, sur la première Bible, racontez-nous ça. C'est ça, la première Bible qui a été publiée aux États-Unis. C'était donc évidemment après la Révolution, c'était dans les années 1790. C'est compliqué, une affaire de produire une Bible, c'est très long. Et dans la première, le frontispice qui était mis devant la page de titre avait une image d'une femme qui représentait la liberté. Elle était en indien. Et
elle avait sur ses genoux, elle avait une copie de la Constitution. Ça disait Constitution, elle repose son bras gauche sur un pilier avec les noms des pères fondateurs inscrits dont Washington en premier. Donc pour moi, ça représente ce mélange de visions religieuses et politiques qui vont ensemble pour créer une véritable religion civile. Pour essayer c'était un projet politique de sacraliser effectivement cette constitution, ces documents politiques, pour les faire vénérer par le peuple. Mais toutes les grandes civilisations ont leur mythe fondateur, leur père fondateur en certains cas, et leurs monuments. Mais à Washington, le nombre de monuments pour Jefferson, pour Washington, pour Lincoln, c'est monumental. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui a consacré une vista si importante à célébrer ses débuts et son histoire. Peut-être que non, mais il n'y a pas de palais royal, il n'y a pas de monument pour les rois comme en France. Mais on fait de l'attachement à la Constitution comme symbole, tout comme le drapeau, le chef du patriotisme et le source de la nation, parce qu'on est en principe une nation sans race, sans vraie ethnie. Donc, il n'y a que l'idée de l'égalité et de la liberté qui unissent le peuple et qui on va mettre à l'avant. On va faire un premier arrêt musical. Qu'est-ce que vous avez à nous suggérer, Greg? Mais on avait pensé au Ballad of Americans, qui représente une tentative de la gauche de mettre l'histoire américaine à son compte, de montrer que l'histoire américaine est une histoire libératrice pour le peuple contre les grands intérêts. Très bien. Alors, François Furstenberg, Greg Robinson, on vous revient dans une minute et on écoute, grâce à vous, Ballad for Americans. In 76 the sky was red, thunder rumbling overhead. Bad King George couldn't sleep in his bed, and on that stormy morn, old Uncle Sam was born. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous discutons de la présence extrêmement insistante des thèmes historiques américains dans la politique américaine contemporaine. Et pour nous en parler, nous avons deux invités, Greg Robinson, historien à l'Université du Québec à Montréal, et François Furstenberg, historien à l'Université de Montréal. Donc, on a dit en quoi... Donc, il y a eu l'importance de cette création première. Donc, c'est le socle sur lequel la nation est fondée. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la race, ce n'était pas la langue même au départ. C'était donc ces événements fondateurs. Et aujourd'hui, une partie du débat qui vient de la droite, et on a dit que pendant tout le processus, il y avait les abolitionnistes d'une part, même on aurait pu dire les communistes américains avaient dans les années 20 Ils ont et 30, dit communism is 20th century Americanism. Ils ont montré des défilés avec des placards d'Abraham Lincoln pour montrer qu'ils sont américains, ils s'appliquent à l'histoire américaine. C'est ça, c'était le communisme du 20e siècle. Le communisme, c'était l'américanisme du 20e siècle. Oui. C'est comme ça qu'il le présentait. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas avoir un succès aux États-Unis si on n'américanise pas son succès. On le voit avec les remakes des comédies françaises. On ne peut pas montrer les comédies françaises directement. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un phénomène un peu particulier, et vous me direz s'il est sans précédent, c'est que maintenant, la droite américaine est en train de dire que depuis le début du 20e siècle, il y a eu une trahison de la façon dont on lit la Constitution et peut-être la Déclaration d'indépendance. Et je lis ici ce qui est tiré de la littérature de Glenn Beck, là, qui était l'historien autoproclamé en chef de la droite américaine ces dernières années sur Fox News, où il dit « Les progressifs, c'est-à-dire les libéraux, socialistes, communistes et toute la gauche, savaient qu'ils devaient nous séparer, nous les Américains, nous séparer de notre histoire pour être en mesure de nous séparer de notre Constitution et de Dieu. » Et que donc, on voit une accusation qui est faite contre un siècle d'interprétation constitutionnelle pour dire non, tout ça, ça nous a séparés de la véritable lecture constitutionnelle à laquelle on doit maintenant se remettre. François? Oui, c'est pas sans précédent, je dirais.
Il y a quelque chose, Greg tout à l'heure faisait référence à ce House Un-American Affairs Committee, qui était même l'adjectif Un-American. Je ne sais pas s'il y a véritablement une analogue au Canada ou en France ou ailleurs. Le non-canadien, est-ce que c'est... Non-canadien, non, mais en France, il y avait le parti de l'Allemagne, il y avait le parti des Anglais, où là, c'était l'ennemi. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Mais l'adjectif Un-American pour Glenn Beck, lorsqu'on arrive à s'approprier du terme américanisme, on peut le définir un peu comme on veut. Donc pour lui, ça a son sens. Et puis ceux qui s'opposent à lui, ceux qui ont une vision alternative, n'ont pas seulement une autre vision, ils sont anti-américains. Ils sont contre l'Amérique, contre la Constitution, contre le passé. Et alors lui, il cherche à retourner vers ce passé pur, ce passé antérieur. C'est un vieux geste, un geste politique, vieux geste politique américain, et c'est aussi un geste quasi religieux. C'est comme un retour c'est un geste très protestant, retour vers la pureté des fondateurs, des pères fondateurs. Mais la pureté telle que définie par la droite moderne. Oui, parce qu'on essaie de redéfinir l'Amérique comme un pays chrétien. Oui. Tout comme auparavant, on l'a défini comme un pays blanc ou un pays protestant pour chasser l'immigration, restreindre l'entrée des catholiques et des juifs et des autres. Donc la loi d'immigration de 1924, c'est au nom de l'américanisme à 100% pour éliminer les Américains à trait d'union, comme avait dit Theodore Roosevelt. Bon, mais ça, c'est très prévalent en ce moment dans le discours de la droite. Alors, Sarah Palin qui dit, sans broncher, chacun sait que les pères fondateurs ont écrit la Constitution sur la base des 10 commandements. Et il y a des millions d'Américains qui croient ça comme étant une vérité absolue. Bon, d'abord, quelle est la place? Parce que dans la Déclaration d'indépendance, vous me corrigez, on dit « We were endowed by our Creator ». C'est le Créateur nous a donné les droits inaliénables. Donc, le mot « créateur » est là. Et à un moment donné apparaît « In God we trust ». Mais est-ce qu'ils ont un argument pour dire qu'il y avait une volonté dans les textes fondateurs d'indiquer quand même la présence de la religion ou non? Mais c'est William O. Douglas, le juge de la Cour suprême libérale, qui a dit « Nos institutions présupposent une création ». Un être créateur, un être suprême. Mais quand même, c'est un pays qui est laïque. Et c'est pour ça que c'est intéressant le débat qui a lieu actuellement sur la Jefferson Bible. On a discuté aujourd'hui le fait que Thomas Jefferson avait découpé des Saintes Écritures, les passages qu'il croyait être la vraie philosophie du philosophe Jésus de Nazareth. Et il les a imprimés dans un cahier et il a fait copier-coller à peu près. Et donc, la droite de son temps avait dit « Ah, c'est un athée, c'est une atteinte contre la religion ». Et aujourd'hui, la droite essaie de récupérer Jefferson. Donc, le fait qu'il a cherché dans les saints évangiles, ça prouve que l'Amérique est basée sur la religion chrétienne. Ah, c'est ça, parce que Jefferson était un des adeptes de la séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, oui. le monument à Jefferson est orienté en ce sens. Et donc, le procès qui est fait en ce moment, c'est d'essayer de trouver chez beaucoup de pères fondateurs quand même des traces de chrétienté pour dire quoi? Pour dire que il faut que... nous avons raison, nous les chrétiens intégristes. Et donc, la Cour suprême devrait accepter que la religion chrétienne doit être quoi? Faire partie... Favoriser. Ça doit être inclus dans les... C'est l'arrêt de la Cour suprême sur la prière dans les écoles qui a beaucoup aliéné la droite religieuse, beaucoup plus que, disons, l'avortement, du moins au début. Oui, il y a une insistance que les pères fondateurs étaient chrétiens, et croyaient en Dieu. La Constitution est un document quasi divin, sinon complètement divin. Et que donc il faut que nous gardions cet esprit chrétien. Et l'histoire en soi n'est pas très important. Je veux dire, on ne s'intéresse pas trop à ce que les historiens trouvent ou ne trouvent pas. Ça fait partie de la foi quasi religieuse, la foi nationale, et la vérité historique, si on veut utiliser ce terme, n'importe rien dans ce débat. Oui, mais puisque vous êtes deux historiens ici, je veux vous questionner sur la vérité historique. Est-ce que justement ces hommes blancs chrétiens d'âge moyen qui sont réunis pour écrire ces textes n'ont-ils pas fait exprès d'écrire des textes qui séparent l'État de la religion? Oui, oui. Et ils étaient, enfin, c'est un peu comme l'esclavage. Il y avait une diversité d'opinions. Encore une fois, il y en avait qui étaient très religieux, il y en avait d'autres qui étaient moins religieux. Jefferson probablement était déiste, si on veut le caractériser ces termes. Washington était athée, je veux dire.
Non, était pas déiste. déiste, ouais, Qui veut déiste, dire c'est-à-dire un concept qu'il y a un créateur qui a créé l'univers, qui a instauré quelques règles, et ensuite c'est l'univers qui continue C'est selon les règles. la raison qui règle l'univers, les lois de la nature. Le fameux métaphore, c'était comme une montre. Donc Dieu est comme le fabricant d'une montre, et puis une fois que la montre est créée, elle se règle par elle-même. D'accord. Et puis, un cas récent, là, des dernières années, c'était est-ce qu'un juge local dans le Sud a le droit d'avoir une sculpture des 10 commandements au palais de justice? Alors que la séparation de l'Église et de l'État dit qu'il ne devrait pas y avoir d'expression religieuse à l'intérieur d'un édifice public. Oui, mais c'est une question de préférer une religion à une autre. Et donc, In God We Trust, c'est bien sur la monnaie. Tout comme au Québec, à Montréal, il y a une croix sur la grande montagne. Encore, on montre ça comme un symbole de la civilisation et non pas une religion spécifique. Mais alors, In God We Trust, c'est intéressant parce que dans les textes, on voit que c'est pas arrivé au départ, c'est arrivé d'abord sur la monnaie au 19e siècle, et c'est seulement en 1950, sous Eisenhower, que ça devient la devise du pays. Pourquoi? Pour chasser le communisme athée. Ah, OK. C'était la même chose du Pledge of Allegiance, d'ailleurs. Le Pledge of Allegiance qui avait été écrit après la guerre civile, que tous les enfants ont grandi à l'école, ont fait un serment d'allégeance au drapeau. Au drapeau, tous les matins. Et il était d'origine One Nation, Indivisible with Liberty and Justice for All. Par la suite, pendant la guerre froide, à peu près à la même période, One Nation Under God. Under God, ça a été introduit pendant la guerre froide. C'est ça. Oui, au même moment que la Duplessis introduit la croix sur le drapeau du Québec pour montrer la religion contre les forces athées qui restent diviser le pays, la patrie. Très bien. Alors, c'est très, très marqué dans l'histoire, ces ajouts-là. Un dernier point qui revient beaucoup en ce moment, et ça fait partie aussi de l'accusation contre Obama qui vient de la droite, c'est cette question d'exceptionnalisme américain. Alors, elle traverse l'histoire des États-Unis. Les États-Unis sont un pays exceptionnel. Elles sont le guide, la lumière qui guide le monde vers la liberté, etc. Et puis, bien évidemment, maintenant, avec un monde multipolaire, la montée de la Chine, le déclin relatif des États-Unis, ça devient moins certain. Mais c'est comme si, parce que ça devient moins certain maintenant, c'est très, très important de le dire et de le répéter. Et on accuse Obama de penser que les États-Unis sont une grande puissance parmi d'autres, alors que non, 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 il faut dire que c'est le seul pays exceptionnel. Est-ce que, quand on écoute ça de l'étranger, on trouve ça un peu puéril, mais qu'est-ce que ça représente dans la psyché américaine en ce moment, ce débat-là? On a cette insécurité et on a besoin de dire la patrie n'a jamais tort. Les personnes peuvent avoir tort, mais la patrie est la bonne. Et il y a des bons et des mauvais, et nous sommes du côté des bons. François? Oui, cette idée d'exceptionnisme américain a une très longue histoire derrière elle. Ça vient en partie des puritains qui sont arrivés pour rétablir cette cité sur une colline. Mais même comme ça l'indique, c'était une idée qui existe bien avant les États-Unis. Il y avait une grande partie qui venait d'un sens de mission britannique, l'Empire britannique pour étendre la liberté à travers le monde. Ça aussi, c'est partagé avec la Grande-Bretagne. Ensuite, la Révolution pour le monde, ça s'est partagé avec la France d'ailleurs. La mission civilisatrice. Mission civilisatrice. Donc il y a beaucoup d'éléments de l'exceptionnalisme américain qui sont partagés avec d'autres nationalismes. D'ailleurs, même l'idée qu'on est unique et qu'on est mieux que les autres, ça c'est encore une fois... Qu'on soit unique, et qu'on soit unique, là, tout le monde le dit. Qu'on soit mieux, un certain nombre le disent. Il y en a beaucoup. Pas les Canadiens. C'est pour ça que nous, on est mieux que les autres. Ah oui. Parce qu'on ne le dit pas. Si on avait la modestie, on aurait tout. Mais le plaidoyer contre Obama, c'est qu'il va à l'étranger pour s'excuser. C'est tout à fait mythique. Il ne s'est jamais allé à l'extérieur pour s'excuser des Américains, mais qu'il nous mettra à tort. Ouais. Mais c'est aussi un refus d'intégrer les influences étrangères. Comme par exemple, le système, la réforme du système médical n'a rien à voir avec le système canadien, mais le fait de dire c'est emprunté du Canada, ou il essaie d'emprunter des choses de l'Europe, c'est en soi une accusation, sans discuter du mérite, de la valeur de l'importation.
Oui, il y a une certaine xénophobie qui provient de cet nombrilisme américain, qui est aussi dans les hautes instances. Par exemple, le juge de la Cour suprême, Scalia, qui est l'inventeur de l'originalisme, la doctrine par laquelle on doit interpréter le document constitutionnel par rapport aux pensées du XVIIIe siècle des fondateurs. Il est le premier à dénoncer l'utilisation des arrêts judiciaires d'ailleurs, de montrer à l'international, de mettre à la lumière par le droit international les droits américains. Que toutes les cours suprêmes du monde se citent entre elles parfois pour appuyer un développement jurisprudentiel, mais dans ce que vous dites, c'est Antonin Scalia qui est maintenant leader de la majorité, on pourrait dire, à la Cour suprême. Pour ainsi dire. Oui, pour ainsi dire. Enfin, qui a un poids significatif, lui dit, non, je ne veux pas citer la Cour canadienne, la Cour européenne. Oui, ça n'est seulement pas pertinent, ça c'est étranger. C'est étranger au développement de la pensée juridique américaine. Et il y a un côté un peu peut-être ironique là-dedans, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans cette logique de trahir les pères fondateurs, mais on peut au moins constater une certaine ironie, surtout parce qu'on est en train d'enregistrer ça le 4 juillet, c'est-à-dire la date de la déclaration d'indépendance, la fête nationale. Et la déclaration d'indépendance se base sur l'idée qu'on a un devoir du respect des opinions des autres, decent respect for the opinions of mankind. Donc, même dans la déclaration qui fonde quelque part la nation américaine, il y avait cette idée qu'on a un devoir envers le respect des autres. Mais est-ce que justement, ces pères fondateurs qui étaient des lettrés, n'étaient-ils pas eux-mêmes inspirés par les écrits de Rousseau? Mais oui, de John Locke, des autres écrivains britanniques et continentaux. Il faut le dire aussi, le 4 juillet, c'est la date de mort de John Adams et de Thomas Jefferson qui sont morts la même journée. Ah, c'est vrai. Bon, ben écoutez, on a fait le tour du sujet. Hein? Bon, alors l'histoire américaine, alors c'est pourquoi les livres d'histoire américaine sont très, très populaires. Il y a constamment sur la liste des best-sellers des livres sur l'histoire américaine, revisités, rediscutés. C'est assez intéressant. L'histoire américaine est vivante dans la vie politique, comme elle ne l'est pas, comme l'histoire canadienne ne l'est pas au Québec. L'histoire française, probablement en France et britannique. En tout cas, c'est un phénomène. Je rappelle que j'avais avec moi Greg Robinson, qui a écrit A Tragedy of Democracy, bientôt en français, une tragédie de la démocratie. Et François Furstenberg, In the Name of the Father. La traduction française, c'est pour quand? Ça s'en vient. Ça s'en vient? Tu vas m'aider avec ça. OK, ben absolument. On va faire des appels. Et puis, pour terminer en musique, qu'est-ce que vous nous proposez encore? Encore la même chose. Non, America Rock. America Rock. Oui. C'est la préambule de la Constitution mise en musique. C'est « We the people, in order to form a more perfect union ». C'est comme ça que les enfants apprennent la Constitution. Ah, c'est vrai. Establish justice, ensure domestic tranquility, avec provide for en the musique. common defense. Ah ben, on va essayer ça avec la Constitution canadienne, peut-être en musique, ça marcherait peut-être. Il faut l'écrire d'abord. Ben, la Constitution canadienne, elle est déjà écrite, elle ne changera pas pour 1000 ans, vous ne savez pas ça. Alors, c'est ce que Trudeau disait, il commence à avoir raison. Alors, on écoute en musique America Rock, le préambule de la Constitution sur une mélodie. Hey, do you know about the USA? Do you know about the government? Can you tell me about the Constitution? Hey, learn about the USA. In 1787, I'm told our founding fathers did agree to write a list of... Voilà, nous sommes de retour et comme promis, on parle de la Belgique. Est-ce que la Belgique est un pays en sursis? C'est une question qu'on pose depuis longtemps. Certains disent, on la pose depuis si longtemps qu'elle est en sursis de façon permanente, donc elle restera unie. D'autres pensent le contraire et c'est le cas de mon invité, Jean Quatremer. Merci beaucoup d'être là. Jean Quatremer, vous êtes correspondant du quotidien français Libération à Bruxelles. Vous êtes français. Vous êtes à Bruxelles depuis une vingtaine d'années. Vous couvrez l'actualité européenne, mais également l'actualité belge. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, la Belgique est un pays qui est condamné? Et s'il est condamné, pourquoi n'est-il pas déjà scindé en deux États? Alors, dire qu'un pays est condamné, c'est faire du pays un organisme vivant. C'est évidemment plus complexe que cela. Je crois qu'il faut
pour comprendre la Belgique, partir de l'histoire et ce que disent les Flamands eux-mêmes. L'ancien Premier ministre Yves Le Terme, dans une interview que j'avais faite de lui en 2006, donc avant qu'il accède au pouvoir, il était à l'époque ministre-président de la région flamande. Vous savez que la Belgique est divisée en 3 États, entre guillemets, donc Flandre, Wallonie au sud et au milieu, enclavé, la ville de Bruxelles, m'avait expliqué assez froidement que la Belgique était née d'un accident de l'histoire. Ce qui est vrai, au moment de la révolution belge en 1830, contre les Pays-Bas, au nord, le pays avait vocation, au moins dans sa partie wallonne, donc francophone, parler des langues régionales proches du français, à se rattacher à la France. Et ce sont les Britanniques et les Prussiens, les Autrichiens, qui ont refusé une telle extension de la France vers la rive gauche du Rhin, qui était tout l'enjeu des guerres napoléoniennes. Attendez, 1815, c'était Waterloo, et donc 15 ans après, les Français de nouveau arrivaient à la rive gauche du Rhin. Donc, de refuser à la France de déborder le Rhin, comme Napoléon l'avait voulu, en disant, et De Gaulle disait, la Belgique est un État inventé pour des raisons de politique étrangère. Exactement. Ouais. Donc on a mis ensemble la Flandre catholique néerlandophone, donc une série de parlers néerlandophones, avec la Wallonie plutôt proche de la France, et on a créé de facto, vraiment c'est une création diplomatique. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un accident de l'histoire. On peut dire que tous les pays sont des accidents de l'histoire, quelque part. Mais parfois, ça surgit d'une volonté intérieure nationale. Là, il n'y avait pas de volonté. Il n'y avait pas de volonté intérieure. Les Wallons ne voulaient pas former un État distinct de la France avec les Flamands. Et d'ailleurs, au départ, ils ne savaient même pas s'ils allaient faire une république et une monarchie, ou une monarchie. C'était plutôt républicain, d'ailleurs, les révolutionnaires. Mais comme à l'époque, il y avait des monarchies partout, mais ils ont créé une monarchie. Et ils ont mis 1 an à trouver un roi disponible sur le marché de la royauté pour venir, donc les Saxe-Cobourg, pour venir à Bruxelles. Le gars n'avait absolument aucune envie. Il est parti avec quasiment les baïonnettes britanniques aux fesses pour venir donc s'installer à Bruxelles. Donc c'est véritablement un pays qui n'aurait jamais dû exister parce qu'il n'y a pas de volonté populaire. Il n'y a pas de moment fondateur liant les partis. Vous savez que la fête nationale belge, elle célèbre le 21 juillet, la prestation de serment du roi. Bon, comme moment fondateur, on connaît quand même mieux. Ouais. Bon. C'est mieux de prendre une prison. C'est la fête, c'est surtout le 14 juillet français, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 1789, c'est la fête de la Fédération, 1790. D'accord. Ah, attention, c'est un moment magique. Alors, à partir de là, l'aristocratie, la bourgeoisie belge, à la fois néerlandophone et francophone, donc wallonne et flamande, qui parlait français, comme aujourd'hui l'élite parle anglais, puisque c'est la langue monde. Aujourd'hui, à l'époque, c'était le français la langue monde. On décidait d'essayer de créer un État-nation, comme c'était la mode à l'époque, par la langue, en se disant tout le monde va parler français. Donc ils ont imposé le français comme langue unique de l'administration, langue unique de la Belgique, mais ils l'ont imposé autant aux Wallons qui ne parlaient pas un mot de français. C'est la différence entre les parlers, par exemple, liégeois, carolingiens, de Mons, etc., était bien plus différent qu'entre quelqu'un qui parle le français de Montréal ou le français de Gaspésie. C'était 2 langues différentes. Et même chose au nord du pays. Sauf que, effectivement, le français, les langues wallonnes étaient plus proches du français que les langues néerlandaises, néerlandophones étaient proches du français. Et ce qui était en réalité une volonté des élites contre le peuple a été transformé au fil de l'histoire comme étant une domination brutale de francophones contre des pauvres flamands qui étaient réduits quasiment en esclavage. C'est une réécriture totale de l'histoire. Mais néanmoins, l'histoire en est là, c'est que depuis 150 ans, vous avez un mouvement flamand qui s'est petit à petit affirmé et qui aujourd'hui considère, en imaginant, en rebâtissant des mythes fondateurs absolument incroyables, en nous expliquant qu'ils ont été persécutés par les francophones. Mais vous dites que c'est une réécriture de l'histoire. C'est faux? Mais c'est complètement... Je veux dire, la persécution est fausse. L'administration publique parlait français, bon, c'était vrai, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de suggestion des Flamands. Ben, je ne sais pas, vous avez beaucoup entendu parler, je ne sais pas, de Flamands réduits en esclavage, de traite de Flamands, de génocide anti-flamand. Non, mais de discrimination systémique, discrimination, mais évidemment, mais dont les Wallons étaient eux-mêmes victimes. Parce que les Wallons ne parlaient pas plus français que cela. Alors, ils se sont mis forcés et obligés. Vous savez, en France, on oublie très souvent, on pense que la France a toujours parlé français. C'est-à-dire que la France a parlé vraiment français à partir des années 20-30 du siècle précédent. On a imposé
imposé la langue française. Toutes les États-nations se sont fondés ainsi. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de moment où on a tenté, comme en France pour les langues régionales, d'interdire l'enseignement du flamand, mais bien sûr, l'éducation flamand. Absolument, puisqu'on a le projet national belge, mais voulu par les élites autant flamandes que francophones, que wallonnes, encore une fois, c'était d'unifier ce pays par la langue. Alors, au départ, il y a eu un mouvement de révolte de la part de certains intellectuels du mouvement flamand, mais qui est complètement justifié. Mais parler de persécution des Flamands n'a strictement aucun sens. Quand on dit, par exemple... On n'a pas fermé leurs écoles. On leur a pas dit... Il n'y avait pas d'école, tout simplement. Il n'y avait pas d'école. OK, donc la question ne se posait pas. La question ne se posait pas dans ces termes-là. Et surtout, par exemple, un des grands mythes fondateurs de la Flandre, c'est de dire qu'il y a eu plus de tués pendant la Première Guerre mondiale en 14-18 flamands que de tués francophones, parce que les Flamands ne comprenaient pas les ordres donnés en français par l'élite francophones, autant flamandes, encore une fois, que wallonnes. Il y a eu des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. C'est complètement faux. La proportion de morts, c'est 60-40, c'est-à-dire 60% de flamands, 40% de francophones, ce qui est la logique. Et de toute façon, si vous n'êtes pas capable sur le front de comprendre, couchez-vous, chargez, retraite, c'est que moi je le comprendrais, je pense, en serbo-croate, honnêtement. Donc, il y a une série de mythes fondateurs qui sont assez étonnants. Et surtout aujourd'hui, quand on voit le pays, lorsque vous entendez encore aujourd'hui les responsables politiques flamands, ils vous sortent ces histoires. On a été persécutés, on a souffert, Bon, je veux bien. Mais il se trouve que depuis maintenant 60 ans, c'est la Flandre qui domine le pays de la tête et des épaules. D'accord ? Donc il domine économiquement, il domine démographiquement, il domine politiquement, diplomatiquement ce pays. Je veux dire que tous les responsables politiques internationaux sont flamands. Le pouvoir économique, il est en Flandre. Les pauvres sont francophones, les riches sont flamands. Donc l'humiliation, si elle a eu lieu, elle a duré de 1830, disons, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, l'humiliation a été vengée. Et si on continue à vivre dans le passé comme le font les Flamands, dans ce cas-là, nous les Français, on doit en vouloir énormément aux Allemands. Parce que nous, les Allemands ne nous ont pas seulement, ont pas nié notre identité seulement, ils nous ont massacrés aussi, au passage. C'est quand même pas exactement la même chose. Or, on a bâti l'Europe en pardonnant les offenses. Une agression étrangère. Alors que là, on est à l'intérieur du même pays. Oui, mais il n'y a pas eu d'agression à l'intérieur du pays, parce qu'il n'y a pas eu la Wallonie n'a pas envahi la Flandre. C'est ça. Jamais, à aucun moment. Alors pourquoi, dans ce cas-là, si la majorité flamande domine, par exemple au Canada, la majorité canadienne-anglaise domine le Canada et ne veut pas que le Québec parte? Alors, pourquoi est-ce que la Flandre, qui domine la Belgique, veut partir ou veut que les Wallons ne fassent plus partie de la fédération? C'est effectivement intéressant parce que la différence entre le Canada et la Belgique est flagrante. C'est-à-dire que le Canada, vous avez une puissance anglophone. C'est un océan d'anglophonie avec une petite touche de francophonie. Ce qui domine évidemment le Canada, ce sont les anglophones, ce ne sont pas les francophones. Alors qu'en Flandre, c'est exactement l'inverse. On a du mal à comprendre pourquoi ils se sentent aujourd'hui encore... Moi, quand j'assiste je regarde la Belgique tous les jours, je ne comprends toujours pas pourquoi les Flamands se sentent persécutés par des francophones qui sont minoritaires, alors qu'ils dominent le pays. Je crois que la volonté... il y a la volonté de vouloir vivre, de vouloir... une volonté ethniciste. Moi, j'appelle ça... c'est presque je pense que le régionalisme mène au racisme. Je crois qu'on est arrivé extrêmement loin dans l'incompréhension entre néerlandophones et francophones. Et qu'aujourd'hui, les néerlandophones n'ont qu'une idée, c'est vivre entre eux, dans un pays qui parle la même langue, qui pratique la même religion, parce qu'entre soi, on est mieux. Vous savez quel est le slogan des Flamands? C'est un slogan qui, personnellement, me révolte. C'est « Ce que les Flamands font, ils le font mieux ». Ils le font mieux. Ah, c'est-à-dire vous remplacez, vous remplacez ça par ce que les Allemands font, ils le font mieux, ou ce que les Allemands purs, aux yeux bleus et blonds font, ils le font mieux. C'est quand même le slogan le plus raciste et le plus excluant que j'ai jamais vu. C'est le slogan du parti, c'est le slogan du gouvernement. C'est le slogan de la région flamande. De la région flamande. Ah, vous le voyez, ce que la Flandre fait, elle le fait mieux. Voilà, c'est une façon de dire qu'en réalité, on est obligé de vivre avec des francophones qui sont des demeurés mentaux, qui font les choses moins bien, qui sont des chômeurs,
chômeurs, etc., qui vivent avec un parti socialiste qui domine la Wallonie, qui est totalement corrompu et qui est un boulet que doit traîner la Flandre, qui, sans ce boulet francophone, deviendrait l'une des puissances dominantes du monde, à 6 millions de personnes, un peu comme le Québec. Mais vous voyez, ça n'a strictement aucun sens. Alors là, on est dans une situation où, au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de gouvernement en Belgique. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, et pourtant, elle tourne. Je veux dire, la Belgique tourne, les gens vont au travail, les lettres sont livrées au domicile. Est-ce que la Belgique fait la démonstration que de gouvernement central, finalement, on pouvait se passer? Je crois que c'est la volonté des indépendantistes flamands, c'est de faire la démonstration qu'effectivement, un pays n'a pas besoin d'un gouvernement central pour fonctionner. Et le pays continuera comme ça, à mon avis, tant que la Flandre considérera que la valeur ajoutée, la marque Flandre ne sera pas supérieure à la marque Belgique. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les Chinois, ils connaissent à la limite la Belgique. Mais alors la Flandre, ils ne savent même pas ce que c'est. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les Flamands, par exemple? Ils ouvrent des bureaux de représentation partout dans le monde pour vendre la marque Flandre. Et on voit bien l'idée qu'ils ont dans la tête. C'est-à-dire de dire qu'un jour, que la Flandre soit aussi reconnue que la Belgique, et ce jour-là, ils se débarrasseront de la Belgique. Tant que ça risque de nuire à leurs affaires, parce que ce sont essentiellement des commerçants, ils ne feront pas exploser le pays. Mais le pays tel qu'il est, ça leur convient très bien, parce que la région flamande est gérée, fonctionne, elle a un gouvernement élu, démocratiquement élu. Donc c'est ça, il y a 2 gouvernements. Voilà, et 3 avec la ville de Bruxelles. Voilà, donc les 3 gouvernements fonctionnent très bien, et on peut se contenter, je dirais, d'un gouvernement fédéral qui est en réalité un gouvernement bureaucratique, puisqu'il n'a plus aucune responsabilité. C'est-à-dire c'est un gouvernement en affaires courantes, et il n'a pas à répondre de ses actes devant un Parlement. Il n'aura pas les services d'éducation, de voirie, de santé, tout ça est au niveau... Tout ça, effectivement, est au niveau fédéral, des États fédérés. Et au niveau fédéral, il y a un compromis, un consensus entre les grands partis politiques pour voter le budget, etc. Donc, la Belgique, par exemple, a voté l'entrée en guerre en Libye. Je veux dire, voilà, ça s'est passé comme une lettre à la passe. On ne sait pas très bien qui a voté quoi, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on n'est plus en démocratie. La Belgique, aujourd'hui, n'est plus un État démocratique, c'est un État bureaucratique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élus. Il y a des élus au Parlement de Bruxelles, mais il n'y a pas de gouvernement qui les dirige. Mais est-ce que les élus se réunissent? Ils se réunissent et ils votent des lois. Et donc, c'est des lois de majorité avec des majorités de circonstances. Et on vote telle ou telle loi. Et puis, ça se passe très bien. Tout le monde est très content. Et la responsabilité politique s'exerce dans les États fédérés. C'est ce que veulent les indépendantistes. Donc, ils font la démonstration. Ils disent, regardez, ça marche comme ça. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas proposer de tenir un référendum dans la région flamande pour déclarer la souveraineté. Mais je crois qu'ils ne le veulent pas. La volonté aussi de cette élite indépendantiste flamande, ça a été de mettre le peuple devant le fait accompli. Vous savez, la Tchécoslovaquie s'est séparée sans référendum. Vous vous rappelez, en fait, c'est 2 chefs de gouvernement qui ont décidé de scinder le pays. Au Québec et au Canada, je veux dire, au minimum, vous êtes une démocratie et c'est respectable. Alors, on peut regretter que le Québec ne soit pas indépendant, on n'y arrive pas, etc. Mais néanmoins, c'est une démocratie, une discussion. En Flandre, on veut créer le fait accompli, exactement comme en Tchécoslovaquie. Car il faut savoir que depuis qu'on a fixé une frontière linguistique en 62-63, donc ce qui est au nord parle uniquement néerlandais, ce qui est au sud parle uniquement français. Depuis qu'on a fixé cette frontière, on a scindé entre le nord et le sud absolument tout ce qui pouvait être scindé. Les partis politiques sont scindés, il n'y a plus de partis au niveau fédéral. Il n'y a pas de parti qui propose des candidats dans les 2 régions pour le même parti. Non. Chaque élu, un élu flamand, est responsable devant ses électeurs flamands. Imaginez que ce soit la même chose au Canada. Je peux vous assurer que le Québec sera indépendant depuis très longtemps. Et alors, comme les Flamands dominent la scène politique, 60%, le Premier ministre est toujours flamand. Quoi qu'il se passe, ça ne peut pas être un francophone. Et il n'a pas de député wallon. Il y a des députés wallons qui vont le soutenir au Parlement, ça c'est clair. Mais en tous les cas, moi, si j'étais électeur wallon, je ne pourrais pas voter contre ce Premier ministre-là, que j'estime mauvais. Il est responsable, au final, que devant son parti, qui n'a que des députés dans sa région. Dans sa région et des électeurs néerlandophones. Je veux dire que vous avez donc 2 démocraties qui vivent de façon séparée en Belgique. Juxtaposées. Et l'idée même d'un référendum... Alors,
aujourd'hui, donc si un Flamand ne veut pas d'indépendance de son pays, de la Flandre, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas les moyens de voter pour un parti fédéraliste. Pas en Belge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'ai posé la question à de multiples reprises aux élites néerlandophones en disant mais pourquoi vous ne faites pas un référendum comme ça? On saurait enfin ce que veulent les Flamands, ce que veulent les Wallons, et les choses seraient plus claires. Ah, surtout pas. Non, le référendum, c'est contraire à nos traditions politiques. Contraire aux traditions politiques. Voilà, parce qu'il y a eu le dernier grand référendum a été le référendum sur le retour du roi après la Seconde Guerre mondiale, qui avait accusé de collaboration avec les nazis, et le référendum s'est traduit par une victoire des partisans de la royauté, et notamment une victoire des Flamands, qui étaient majoritaires dans le pays. Et le seul problème, c'est qu'il y a eu tellement de manifestations au sud minoritaires que le roi finalement a abdiqué. Donc il considère qu'on n'a pas respecté les résultats du référendum. Donc il n'y a plus de référendum imaginable en Belgique. Et lorsqu'on demande par sondage aux Flamands s'ils veulent ou non un État séparé, que disent-ils? Non. Ils disent non. Ils disent non. Avec quelle proportion? Les proportions sont absolument énormes. Les partisans de l'indépendance ne dépassent pas 30%. Mais les partis en faveur de l'indépendance, 80%. Incroyable. Oui, mais ça montre à quel point le débat politique est confisqué. Et du côté des Wallons? Les Wallons, c'est 100%, parce que les Wallons, parce qu'ils sont attachés, sont les seuls maintenant qui sont attachés à la Belgique unitaire de papa, je dirais, et qu'en plus ils dépendent en grande partie de l'argent que les Flamands leur versent, puisque dans les années 50, à la suite de la chute de la sidérurgie et donc de l'appauvrissement général, la Flandre, elle, s'est enrichie et les transferts financiers partent du nord vers le sud, et ils ont besoin de cet argent pour vivre, ils le savent. Et les rattachistes, ceux qui disent les Wallons devraient revenir en France, est-ce que ça existe vraiment dans l'opinion publique wallonne? C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment, encore par exemple 4-5 ans, c'était 1% des Wallons qui étaient en faveur d'un rattachement à la France. Et lorsque vous parliez du rattachement à la France, tout le monde éclatait de rire. Aujourd'hui, c'est une hypothèse qui ne fait absolument plus rire personne. La question, c'est, tout le monde a compris maintenant en Belgique qu'on allait vers la séparation. C'est-à-dire que là, ça y est, enfin, et surtout les francophones se sont réveillés en disant, bon, là, clairement, ils mènent le pays à l'explosion. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir une fédération Wallonie-Bruxelles, ou est-ce que la Wallonie va se rattacher à la France? Le débat est lancé. Alors, pour l'instant, tant que la question ne se pose pas, je pense que le mouvement rattachiste restera extrêmement minoritaire. Le jour où elle se posera, on risque de voir une montée de ce mouvement. Est-ce que ça se fera? Je ne le pense pas, parce qu'aujourd'hui, en Europe, jouer avec les frontières, c'est jouer avec les fantômes du passé, et je crois qu'il y aura une Wallonie indépendante. Ouais, une région qui serait très proche de la France sans être intégrée. Voilà. Absolument. Je ne crois pas une seconde, parce que vraiment, si on joue genre de avec Monaco, ça, si on veut. Oui, Monaco, c'est quand même 4 millions de personnes. Monaco sans les milliardaires. Sans les milliardaires et sans le secret bancaire. Oui. Bruxelles, c'est toujours le problème. Bruxelles, ville majoritairement francophone, qui est en territoire flamand. Alors, c'est pas une ville. C'est une ville. C'est très compliqué, Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est 5% de néerlandophones, mais c'est pas 95% de francophones. Ceux qui parlent le français à la maison, parce que c'est ça qui détermine la langue, d'après les études, parce qu'il n'y a plus de recensement. Vous savez que depuis 1947, les Flamands ont interdit les recensements linguistiques en Belgique, parce qu'ils ont peur de voir que la tache d'huile francophone, qu'ils appellent la tache d'huile francophone, a gagné la Flandre. Donc on ne sait pas qui parle français, qui se déclare comme français. Mais à Bruxelles, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que seul environ 55% de la population parle français à la maison. 50%. 55. 5% néerlandophones, et le reste, ce sont des gens, une population soit européenne, donc, parce que c'est la capitale de l'Union européenne, et une forte population immigrée, et qui a tendance à grossir. À dominance arabe, là. Donc, là, c'est 25% de la population déclare comme religion la religion musulmane. Et à l'intérieur de ça, la composante principale est de différentes sources arabes. Voilà, absolument. Et donc, il est clair que Bruxelles pose un véritable problème, parce que est-ce que une cité-État peut exister en tant que telle? C'est quand même un vrai problème, sachant qu'il y a 20% seulement, il y a 20% de chômeurs à Bruxelles. C'est une ville qui est très pauvre. Sans l'Union européenne, Bruxelles, ça serait un trou à rats. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas grand-chose. Donc, la question de la survie de Bruxelles indépendante se pose, et les Flamands restent néanmoins attachés à Bruxelles. Pourquoi ils restent attachés à Bruxelles? Parce que historiquement, c'est une ville néerlandophone. Elle est devenue francophone qu'au cours du XXe siècle. Et donc, il y a une espèce d'attachement. C'est un peu comme le Kosovo avec la Serbie. Mais bon, Bruxelles ne leur appartient plus, de facto. Donc, ceux qui travaillent sur la résolution du problème de Jérusalem pourraient soit commencer par Bruxelles ou ensuite appliquer à Bruxelles
la proposition pour Jérusalem. C'est amusant que vous disiez ça parce qu'effectivement, on parle de ce genre de choses, on fait ce genre de comparaison à Bruxelles. Non, Bruxelles c'est le poteau noir et c'est ce qui explique aussi que la séparation, sans doute, ne soit pas déjà survenue parce que la question du statut de Bruxelles, c'est ce qui retient encore la Belgique. C'est l'enfant qu'un vieux couple a et les deux ne sont pas d'accord sur le droit de garde. C'est ça. Voilà, et donc ils se tapent dessus et ils ne préfèrent pas divorcer tout de suite avant d'avoir réglé le fond du problème. Jean Quatremer, je vous propose pour terminer justement cette chanson de Benabar sur Bruxelles, et où la question est posée, peut-on donner Bruxelles à quelqu'un, et si oui, en échange de quoi? C'est assez amusant, vous allez voir. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la situation belge, ce qui n'est pas une tâche facile. Je trouve que vous avez très bien fait. Je rappelle que vous êtes correspondant de Libération à Bruxelles et l'auteur du blog Les coulisses de Bruxelles. Et on va vous envoyer des visiteurs, sur le blog. Vous le méritez bien. Avec plaisir. Welcome. On écoute donc Benabar qui nous chante Bruxelles. Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau. J'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux. Je le reconnais, mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux que de rien offrir du tout. Tu te serais contenté. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca et d'ailleurs disponibles pour balado-diffusion sur le site iTunes. iTunes U pour université. À l'Université de Montréal, le Serium organise plusieurs activités. Vous allez en voir la liste, les heures, les locaux sur le site du Serium. Vous êtes bien sûr conviés. Et en terminant, je remercie l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Guerriev et Charlène Ricard. Et je vous retrouve la semaine prochaine.